Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'entretien de la rédaction que j'ai le plaisir d'animer avec mon confrère Éric Guédénon. C'est un entretien à suivre sur Canal 3 Bénin et sur Fraternité FM, la 96.5 à Parakou. Pour ce premier numéro de entretien de la rédaction, nous recevons pour vous Huguette Bopé Yakadia, avocate au barreau béninois avec plus de 32 ans d'expérience, défenseur des droits des femmes et des enfants. Madame Nyakadia, bonjour. Bonjour, messieurs Guédénon et Aounou. Je vous souhaite la bienvenue au siège de l'Institut national de la femme. En effet, nous sommes au siège dans les 4 murs de l'Institut national de la femme. Le 15 mars 2023, en Conseil des ministres, vous êtes nommée présidente de l'Institut national de la femme. Une structure qui ne vous est pas totalement inconnue, puisque avant cette promotion, vous en étiez la secrétaire exécutive. J'ai envie de dire, l'intuit qui connaissait la maison, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas intruse. Je pense que le chef de l'État a fait le choix d'une certaine continuité en me nommant à la tête de l'Institut national de la femme, et ce qui permet également d'accueillir la nouvelle équipe qui est à l'exécutif désormais, à savoir la secrétaire exécutive ainsi que les chefs de pôle, parce que la configuration, l'organisation de l'Institut national de la femme a connu une amélioration, n'est-ce pas, qui se manifeste par l'existence désormais de 3 pôles principaux, je dirais 4 pôles principaux, à savoir le pôle de l'assistance aux victimes, le pôle de la communication et de la sensibilisation, le pôle juridique qui s'occupe vraiment d'une partie centrale de la mission de l'Institut national de la femme, et puis le pôle lié à l'administration et aux finances. Parfait. Madame la Présidente, suite à votre nomination en tant que présidente, quels sont les défis que vous vous êtes déjà fixés? Alors, on va dire qu'il y a une volonté claire d'abord de mieux faire connaître, de davantage faire connaître l'Institut national de la femme. L'Institut national de la femme est un outil, est un mécanisme, mais est aussi en construction pour devenir un modèle d'innovation, un modèle d'efficacité, un modèle de succès dans la mise en place du système qui va permettre une prise en charge holistique, mais également efficace des femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Défi de l'efficacité, défi d'une présence permanente sur tout l'ensemble du territoire national. Nous parlions déjà des points focaux, de la prochaine installation des points focaux. Certains sont pressés de voir les points focaux, je les comprends, mais c'est tout un travail qu'il y a à faire. Et comme vous l'aurez remarqué dans les statuts révisés de l'Institut national de la femme, il n'y aura pas seulement des points focaux, mais il y aura aussi des antennes départementales. Donc le défi, c'est de mettre en place ce mécanisme, cette machine départementale, communale, d'arrondissement. Il y aura des points focaux dans toutes les administrations, je ne vous l'apprends plus, je sais que vous êtes bien informés, mais organisés de façon à ce que la confiance, la certitude de la garantie de la confidentialité pour les cas délicats qui le requièrent. Quand je prends par exemple l'exemple du harcèlement sexuel, il faut une certaine confidentialité pour encourager la dénonciation. Donc l'installation de points focaux qui vont jouer ce rôle-là, qui seront, on va dire, les ramifications discrètes de l'Institut national de la femme dans les administrations. Parce que ce que nous poursuivons, ce combat contre les violences à l'égard de la femme, c'est le combat contre la violence en milieu domestique, dans l'arène du travail, dans les lieux publics, dans la vie publique, si je puis ainsi dire, dans la vie privée,
partout Dans où la les violence universités s'exerce. aussi. Dans les universités, pourquoi l'administration? Parce que c'est au moment des prestations de services que se commettent un certain nombre de violences. Et c'est aussi dans l'exercice de son travail de tous les jours que se commettent ces violences. Nous allons avoir des points focaux dans des lieux aussi publics que les parcs automobiles. Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans les parcs, particulièrement les parcs qui sont situés au niveau des frontières, par exemple. C'est incroyable le flux de violences sexuelles que l'on observe dans ces milieux-là. Mais ces points focaux, ils vont fonctionner comme des agents de renseignement ou quoi? On peut les appeler comme ça, mais ils vont fonctionner comme des personnes qui vont alerter, qui vont observer, qui vont identifier là d'où le mal vient et qui vont informer l'Institut national de la femme. Donc il y a tout un travail à faire. Il faut un relais au niveau départemental, il faut un relais au niveau communal, où existent déjà les centres de promotion sociale qui sont sous qui dépendent, qui sont sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Est-ce qu'il n'y aura pas un chevauchement dans l'exécution des tâches, dans les rôles? Parce que déjà, les centres de promotion sociale font un bon travail à la base. Et vous, maintenant, vous aurez des points focaux. Comment ça va s'arriver Alors, je vais vous dire, c'est un travail de complémentarité. De chevauchement, il n'y en aura pas. S'il n'y avait pas un besoin, l'Institut national de la femme n'aurait pas été créé. Voyez-vous, quand on prend la chaîne de la prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre, nous sommes déjà habitués au rôle que les CPS jouent. Les CPS travaillent beaucoup sur le plan de la prise en charge psychosociale, de la prise en charge médicale, de la prise en charge, on va dire, socio-économique, avec des mini-packages pour des personnes qui ont des besoins urgents, etc. Et la population est déjà habituée au travail qui se fait au niveau des centres de promotion sociale. Mais là où l'Institut national de la femme va jouer un rôle prépondérant, c'est quand, au-delà des besoins socio-économiques, des besoins psychosociaux, des besoins en termes de prise en charge médicale, au-delà de ça, vous avez des victimes que nous encourageons depuis des années à dire non à la violence qu'elles subissent. Et c'est là que le rôle de l'Institut national de la femme va devenir prépondérant. Parce qu'il y aura entre le ministère et l'Institut un travail de référencement et de contre-référencement qui va permettre que la chaîne soit bouclée. Le maillon qui manquait, le maillon qui est l'un des plus importants, mais qui manquait, c'est celui de la prise en charge juridique et judiciaire. En cela, la présence et l'assistance de l'Institut national de la femme sera grande. Parce que, au niveau des CPS, par exemple, grand était le nombre de victimes qui avaient besoin d'être accompagnées juridiquement, judiciairement, qui avaient aussi besoin d'une justice gratuite. Et ça, c'est le plus que l'Institut national va apporter. Non seulement les accompagner dans l'exercice d'une action en justice, mais gratuitement pour les personnes qui sont économiquement vulnérables. Justement, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour régler tous ces problèmes-là? Parce que vous parlez de justice gratuite. Cela suppose que si on porte une affaire devant les juridictions, par exemple, qu'on prenne un avocat pour ces femmes-là qui ont envie de défendre leurs droits, comment vous allez puiser ces ressources-là? Je vous explique. Oui. Il est, dans les statuts de l'Institut national de la femme, il est institué un fonds d'aide, un fonds d'assistance aux victimes qui va être opérationnalisé cette année. Mais même avant cela, dans le budget de l'Institut national de la femme, le budget de l'année dernière, existait déjà une ligne affectée à la prise en charge gratuite des victimes de VBG qui sont économiquement vulnérables. Je vous explique. Je vous donne un exemple tout simple pour que vous compreniez et que pour que ceux qui nous écoutent et nous regardent comprennent aussi. Nous avons ici des dossiers de viol sur mineurs à Natiteno, à Kandi, à Parakou, à Savalou. Et comme ces dossiers-là pour les mineurs de 13 ans
sont du ressort de la criette, l'Institut national de la femme, dès que nous sommes informés, prend en charge le déplacement, transport, le bus, aller-retour de Nati Tengu jusqu'à la criette. Pour les victimes. Pour les victimes et leurs accompagnants, parce que étant des mineurs, ils sont forcément accompagnés par leurs parents. Ils viennent généralement pour 48 heures, parce qu'on vient à la veille de l'audience au moins, et parfois on a des audiences, comme les rôles sont très longs, les audiences peuvent durer jusqu'à 21h, 22h. Donc nous hébergeons, nous nourrissons, nous accordons un montant pour la restauration, un montant pour l'hébergement, pour les personnes qui n'ont pas du tout de parents à Cotonou, à Calavi ou dans les environs et qui ont besoin d'être logés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par exemple le CPS nous alerte, le CPS de Nati Tengu nous alerte, la prise en charge psychosociale et autres, médicale, aller chercher, prendre un certificat médical et autres, et même si dans ce cas, pour le certificat médical, en cas de difficulté, l'Institut national de la femme, par le biais de son représentant à Nati Tengu, peut accompagner la victime pour aller récupérer son certificat ou peut le lui récupérer et faciliter tout ce dont la victime a besoin avec ses accompagnants pour être acheminé vers la criette. Vous comprenez qu'il n'y a pas de chevauchement à avoir. Chacun est dans son rôle, mais là où la collaboration entre l'Institut national de la femme et le MASP est importante, c'est que nous devons faire en sorte que la chaîne soit totale, que la prise en charge soit holistique et qu'elle soit rapide. Parfait. Voilà. Depuis la création de l'INF, quelles sont les actions fortes à mettre à l'actif de l'Institut national de la femme? Alors, les actions fortes que nous avons menées, toutes n'ont pas forcément été sous les feux de la rampe. Mais je crois que ce n'est pas ce qui caractérise la force d'une action. Voyez-vous, il fallait mettre en place, il fallait rendre fonctionnel et opérationnel tout le mécanisme. Nous sommes partis de zéro, parce qu'il faut se souvenir que l'Institut national de promotion de la femme a été dissous. C'est ça. Donc nous sommes vraiment repartis avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle mission, avec de nouvelles attributions. Il a fallu installer par exemple un service pour écouter les victimes. Nous sommes à presque 400 dossiers, on doit être autour de 394 dossiers. Depuis la création de l'Institut national de la femme. Et cette donnée que je vous donne date de fin février. Les données de mars, avril, mai sont en train d'être... Généralement, ça porte sur quoi? Alors, ça porte sur quoi? Ça porte sur du viol sur mineur, ça porte sur du viol sur majeur, ça porte sur des coups et blessures, mais vraiment de la violence physique. Quand je dis violence physique, elle peut être très violente. Nous avons par exemple un dossier d'une femme sur qui son mari, son ancien mari, je précise, pour vous donner la mesure de, comment dirais-je, la mesure de l'ancrage de cette tendance à estimer que la femme est un être inférieur sur lequel on peut exercer ce qu'on veut, de l'acide que cette dame a reçu. Elle a perdu un œil, elle a perdu une oreille. Voyez-vous? Donc nous recevons des cas comme ça, les coups de pied dans le ventre d'une femme enceinte, des choses inimaginables. Quand on en parle, certains hommes rient même. Et quand ils rient, je me dis, le temps vient, hein, maintenant que la structuration de l'INF est en train d'être bien renforcée, le temps vient, le temps des témoignages concrets, le temps de vous raconter l'histoire d'un procès d'un bout à l'autre. Il vient. Donc, ce genre de violence, le refus de payer une pension alimentaire, ça fait parfois une double violence. La femme qui réfléchit à longueur de journée à ce que les enfants vont manger et qui est obligée parfois de s'adonner à des activités dégradantes pour elle, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Exactement. Et j'ajoute ceci. Le refus de payer une pension alimentaire dans un contexte où le mari a dit à la femme, tu ne travailles pas, tu arrêtes tes études ou tu arrêtes ton boulot, tu restes à la maison, je m'occupe de vous.
Et puis, quelque temps après, la même personne dit tu es mon karma, tu es ma malédiction, tu es là, tu fous rien à la maison, etc. Refuse de payer la pension alimentaire. Le refus de payer la pension alimentaire, il n'y a pas un profil spécifique. Hein. Ça va du plus grand diplomate en passant par la plus grande personnalité, le plus grand chef d'entreprise, pour finir avec la personne qui n'a pas beaucoup de revenus. Il y a ce problème-là que nous rencontrons avec beaucoup de femmes. C'est toujours une relation forte. Alors, ça, donc, il a fallu mettre en place, il a fallu recevoir, il a fallu conseiller, etc. Si on n'avait pas mis un mécanisme en place, on ne serait pas à près de 400 personnes que nous avons reçues au siège. Ensuite, il a fallu préparer le terrain pour installer justement, pour assurer ce maillage territorial de l'Institut. Nous avons fait une tournée dans chaque département, je précise. On n'a pas pris les départements 2 à 2. On a parcouru les 12 départements. Nous avons rencontré les autorités préfectorales ou départementales, si vous voulez, communales, d'arrondissement avec qui nous avons discuté de comment nous comptons installer les points focaux. Nous avons rencontré les directions départementales des ministères sectoriels principaux avec lesquels nous interférons, enseignement, santé, justice, action sociale, etc., le travail, fonction publique. Nous avons rencontré les leaders traditionnels et religieux avec qui nous avons eu des discussions qui nous ont amenés à prévoir pour cette année de mener une étude sur les valeurs, les ingrédients endogènes de nos pratiques, de nos religions, sur lesquels on peut s'appuyer pour promouvoir les femmes et dire non à la violence, car il en existe. Donc nous les avons rencontrés, toutes les personnes qui sont des leviers de changement que nous recherchons dans les communautés, nous les avons rencontrées, sans oublier les ONG, dans l'optique de mettre en place un cadre de concertation nationale pour une mobilisation autour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons beaucoup communiqué par des interviews. Je crois que Canal 3 Bénin est l'une des chaînes sur lesquelles on a été le plus présent, y compris dans des émissions comme celle que nous avons eue avec Darwawe et autres, pour communiquer. Chaque fois qu'il y a eu un événement, on a communiqué en français, on a communiqué en fond, on a vraiment beaucoup communiqué pour faire connaître l'INF, pour faire connaître sa mission, mais aussi pour se prononcer sur des faits d'actualité, pour se prononcer sur... quand il y a eu les lois, nous avons beaucoup communiqué sur les lois, particulièrement celle qui a fait... les points qui ont fait polémique. Je veux parler de l'interdiction de relations entre un enseignant et son apprenant. Je veux parler du texte relatif à l'autorisation, à l'autorisation d'interrompre une grossesse, etc. Je crois que l'Institut national de la femme a été assez présent et s'est fait connaître autant que possible. Ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. C'est une bonne politique de communication. Ça va se poursuivre à une échelle beaucoup plus grande. Comme je vous ai dit, maintenant, nous sommes dotés d'un pôle spécifiquement affecté à la communication et à la sensibilisation. Alors, vous avez dit que vous avez près de 400 dossiers qui vous tombent sur, disons, le bureau sur différents cas. Comment les femmes doivent vous saisir? Voilà. Alors, quand nous nous sommes installés, nous avons tout de suite été assaillis par les plaintes. C'était qu'il fallait vraiment créer l'Institut national de la femme. C'était tellement attendu. Je peux pas... Vous n'avez pas idée. Et donc, très vite, nous nous sommes rendus compte qu'il nous fallait avoir une ligne d'alerte, une ligne d'assistance sur laquelle les gens pouvaient se plaindre. Nous avons choisi une ligne WhatsApp plutôt qu'une ligne verte, numéro à 3 chiffres. Pourquoi? Parce que quand les premières plaintes ont commencé à tomber sur mon téléphone, sur le téléphone de la présidente, généralement les gens envoyaient en même temps qu'un audio, beaucoup, ceux qui ne comprennent pas français, etc., envoyaient des audios, envoyaient des convocations qu'ils ont reçues ou qu'ils ont données. Enfin, il y avait de l'audio, de l'écrit, des pièces. Donc,
nous avons adopté un numéro WhatsApp. Et nous avons l'email, on peut nous joindre par email, on peut se plaindre donc par email, on peut déposer une lettre physique, on peut venir directement au siège, se plaindre et être reçu donc par entrer dans le circuit de réception. Mais ce qui a prévalu finalement, c'est le numéro WhatsApp. Rapide, et donc on peut nous saisir par WhatsApp, par appel WhatsApp, par message, par écrit. On peut venir déposer, on peut nous envoyer un email. Dès l'instant où on l'a fait, on est invité parce qu'on laisse un numéro de téléphone. On est appelé, on est invité et s'enclenche le circuit d'une audition sommaire pour avoir les renseignements et d'une prise en charge avec une audition approfondie où on renseigne, on propose des solutions et surtout, on prend en charge la victime sur la base de ce qu'elle veut, de ce qu'elle attend de l'Institut. Parce que les demandes, selon les circonstances, selon la volonté des victimes, varient. D'accord. Madame la Présidente, est-ce que justement, depuis la création de l'Institut national de la femme, vous avez le sentiment que les violences basées sur le genre, mais surtout sur les femmes, la fréquence a réduit ou ça a plutôt augmenté? Alors, je vais vous donner une réponse qui peut-être va vous étonner. J'estime que la fréquence des violences se réduit progressivement. Mais en même temps, la fréquence des dénonciations s'accroît, ce qui pour nous est très positif. C'est-à-dire que beaucoup ont l'impression que parce qu'on dénonce, parce que sur les réseaux sociaux, ça pleut partout, que ça ne diminue pas. Non, c'est parce qu'on a, comment dirais-je, le mur du silence a été brisé, que l'encouragement à la dénonciation est en train de marcher. Mais le mur de dénonciation a été brisé à quel niveau? Parce que vous imaginez dans le nord profond, où des femmes sont battues, où des femmes sont, même sans porter des coups à une femme, on peut exercer de la violence pure sur elle. Alors, est-ce que les plaintes que vous avez de là-bas sont vraiment consistantes? Bien sûr. C'est même, je vais vous donner un tout petit exemple pour vous montrer à quel point de plus en plus la conscience de subir une violence parce qu'on est une femme est forte. Nous avons un dossier que nous avons pris pour le principe. Nous avons un dossier de Nati Tengu, dans lequel le propriétaire d'une maison a violenté une femme. Et c'est une phrase qu'il a prononcée qui a fait que nous avons décidé de le poursuivre. Où il a dit, moi là, ici, chez moi ici, une femme ne lève pas la tête pour regarder un homme. Donc je vais vous corriger, vous allez comprendre. Un propriétaire qui s'adresse ainsi à une locataire, si ça avait été un homme, il n'y aurait pas dit ça. Et c'est à cause de cette phrase que nous avons décidé. Est-ce qu'il n'est pas allé rechercher cette phrase dans sa culture ou peut-être une réalité traditionnelle? Oui, mais il faut... On doit confronter nos traditions. Ça reste une violence. De frapper votre locataire parce que c'est une femme. Si c'est son mari, il n'a pas osé mettre la main sur son mari. Mais la femme, il l'a frappée. Vous comprenez? Donc, la conscience de subir une violence, elle commence à être partout. C'est vrai que le mur du silence ne se brise pas en un instant. Mais je peux vous dire que nous recevons également ici, sur le 51 07 88 88, nous recevons beaucoup d'appels de parents, de papas, qui saisissent l'INF et qui disent « Ma fille est sous emprise. Je sais que si je ne vous dis rien, elle ne vous dira rien. » C'est ça. Donc, le brisement de ce mur de silence va jusqu'à la conscience que les parents ont que certaines de leurs enfants certaines de leurs filles sont en danger. Donc, c'est eux qui nous alertent. Et puis, il faut tout doucement, toucher leurs filles. Alors, on est en train de finir cet entretien. Sur l'ensemble des dossiers, est-ce que l'activisme de l'INF a déjà amené nos juridictions à prononcer des condamnations? Ah oui, nous avons... si je vais ajouter le mois de mars, on doit avoir autour de 26 décisions de justice qu'on peut présenter comme
ayant été Pourquoi vous ne rendues communiquez du pas fait. en tout? Ne vous inquiétez C'est important. pas. Vous avez oublié Et les peines varient en septembre, le 2 septembre 2022, nous avions déjà fait le bilan de 1 an. Ouais. Du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022, on a fait le bilan, on a donné les chiffres. C'est vrai qu'à cause de la restructuration des nouvelles nominations et autres, nous n'avons pas dressé le bilan jusqu'à à tout le moins le premier trimestre. Mais ça ne va pas tarder. Vous aurez des nouvelles du premier trimestre et vous aurez des nouvelles du deuxième trimestre très bientôt. Surtout que vous avez une responsable qui est nommée maintenant à la communication. Tout à fait. Ça va être renforcé. Comment ça se passe avec elle? Elle est déjà là installée? Elle est installée. Et tout se passe très bien. Très bien. Tout se passe Est-ce que bien. les expériences de l'autre côté, ajoutées aux expériences béninoises, ça va davantage vous renforcer dans vos actions? Oui, c'est surtout de constater que la question de la violence des femmes, elle est universelle. Et que plus dans ce domaine, nous allons mettre ensemble nos forces au niveau sous-régional, parce que c'est les mêmes pratiques, c'est le même patriarcat qui règne partout. Or, le Bénin a des lois fortes. Il faut quand même reconnaître qu'on a les lois les plus courageuses. On est allé loin dans... on protège bien un peu les femmes ici, par ici? Oui, disons qu'il y a un maillon sur lequel nous allons travailler cette année. Dans ses attributions, l'Institut national de la femme doit garantir la disponibilité de lieux d'accueil et d'hébergement transitoire des victimes de violences basées sur le genre. Ça, c'est l'un de nos grands chantiers de cette année, un chantier que nous mènerons de concert étroitement avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. On ne va pas finir sans évoquer rapidement les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'accomplissement de vos missions. Alors, je crois que l'une de nos difficultés, c'est vrai, comme je disais, le mur du silence est en train d'être brisé. La première chose que je voudrais, c'est que toutes les femmes du Bénin, toutes celles qui nous écoutent, se souviennent que l'Institut national de la femme a un numéro d'alerte, le 51 07 88 88, et qu'elles peuvent appeler. Le défi, c'est de dire à tout le monde, vous pouvez appeler à tout moment. Si c'est peut-être le week-end, vous pouvez laisser un message que nous récupérons systématiquement le lundi. Vous pouvez dénoncer, vous pouvez alerter, mais je profite pour dire que la confidentialité vous est garantie. Si vous ne voulez pas apparaître tout le long d'une procédure, vous n'apparaîtrez pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de saisir l'Institut national de la femme. L'autre défi, c'est de continuer de convaincre les femmes d'avoir le courage de dénoncer. Et pour ça, il y a un travail que nous faisons de concert avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est de sortir les femmes d'une trop grande vulnérabilité économique. Parce que le choix n'est pas le même. Pour une femme qui dépend économiquement de son bourreau, le choix ne sera pas le même comparé à une femme qui est économiquement autonome. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas sous pression, toujours en termes de difficultés, si un dossier d'un leader politique, d'un ministre, d'un député tombe sur votre bureau? Je vous dis tout de suite quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'eux-mêmes, ils savent, car il en vient ici. Ah oui? L'Institut national de la femme ne fait acception de personne. Jusqu'à la plus haute autorité. Ah oui, la plus haute autorité nous a institués. Si cela arrivait, la plus haute autorité, c'est... Dieu merci, la plus haute autorité est un féministe. C'est ça qui est bien. Et je crois que c'est le plus que nous avons dans toute la sous-région. Jamais une volonté politique n'a été exprimée à un niveau aussi élevé. Vrai. Le chef de l'État nous l'a dit, c'est ce que nous appliquons. Ne faites acception de personne. Nous ne faisons acception de personne. Ici viennent des diplomates qui disent « je vais payer la pension alimentaire ». Ok, je ne veux pas d'histoire. Ici viennent, et ici ne viennent pour ce genre de règlement que des gens qui n'ont pas commis de violence grave. Celui qui frappe, le diplomate qui frappe son épouse, c'est que c'est chez le procureur que nous nous rencontrons. Le plus grand, le ministre, ou je veux dire, les plus hautes personnalités savent que quand un seuil est franchi, on ne vient plus, on n'appelle plus, on ne reçoit plus. On se retrouve chez le procureur. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis.
que ce soit dans le milieu de la police, de la gendarmerie et autres, nous en recevons, figurez-vous. Personnellement, dans votre environnement, dans votre famille, au niveau de vos proches, connaissances, vous en avez déjà traité? Non, mais je ne leur ferai aucun cadeau. Voilà, c'est rassurant. Aucun cadeau. Si c'est ça, vous pouvez être rassurés. Ici, on ne fait exception de personne. On envoie tout le monde là où on doit aller si c'est nécessaire. On va vous laisser dire un dernier message à l'endroit, n'est-ce pas, de tous les citoyens. Mais avant, récemment, on a nommé un PCA à la tête de votre institut. Quelle lecture faites-vous de ça? Une excellente lecture. De toute façon, il était déjà le président du conseil d'administration de l'Institut national. Monsieur René Koupaki. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que le nombre de ministres représentés a diminué et s'est ajouté maintenant l'adjoint au secrétaire général du gouvernement. Vous trouvez un homme PCA, vous présidente, est-ce que ça rassure toujours de l'indépendance de l'Institut national de la femme? Totalement. Je connais au moment où j'étais SE, je suis la secrétaire j'étais la secrétaire du conseil d'administration. Donc je suis bien placée pour vous dire. D'abord, c'est quelqu'un de pondéré. Ensuite, je pense qu'il est bon que on comprenne aussi que la question des droits des femmes, c'est une question de politique nationale pour un développement inclusif. Ce n'est pas l'affaire des femmes. Et donc la configuration du conseil d'administration est à l'image de l'importance du caractère national que revêt cette question et du fait que ça concerne tout le monde. N'est-ce pas? Nous avons eu avec lui un mandat d'une première année et plus une demi-année excellent. C'est une personne qui a une grande sagesse, qui a de l'autorité, mais qui est aussi qui a une capacité d'anticipation, une capacité d'écoute et de recherche d'un équilibre vraiment. On ne peut pas avoir. Votre message de fin à présent. Alors, conclure. Mon message de fin, c'est quoi? C'est de dire aux femmes et aux hommes de notre nation que le combat contre la violence à l'égard de la femme, c'est le combat de nous tous. Personne ne doit se sentir retranché de cela. Parce qu'il s'agit pour nous de développement national. Si on ne s'occupe pas de donner une place aux femmes dans le capital humain dont nous avons besoin pour réussir notre développement, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on veut faire une course, on a ces deux jambes, on n'est pas handicapé, mais on prend une corde, on attache une jambe et on commence à sauter sur l'autre pour dire qu'on veut gagner une course. Ça n'a pas de sens. Au-delà de la question des droits humains, c'est une intelligence, c'est de la stratégie pour un développement qu'on veut durable. N'oubliez pas, le 51 07 88 88 est le numéro que vous pouvez appeler, sur lequel vous pouvez envoyer un message vocal qui sera transcrit, sur lequel vous pouvez déposer une plainte, sur lequel vous pouvez envoyer des preuves du dommage, de la violence que vous avez subie. En avant toute, pour la non-violence à l'égard des femmes. Et ça, c'est béninois, c'est pas européen, c'est pas occidental comme nous avons l'habitude de le dire. Moi, j'ai trouvé des valeurs endogènes qui promeuvent la femme. C'est donc béninois que de dire tous ensemble non à la violence à l'égard de la femme et de la fille. Le message, il est clair. Nous avons abordé avec la présidente de l'Institut national de la femme, disons les missions, les défis qui sont fixés pour la présidente qui est nommée le 15 mars dernier. Nous avons également passé en revue quelques actions fortes déjà à l'actif de l'INF et puis les difficultés, il n'en manque pas, nous sommes revenus sur ces difficultés et puis le message fort, plein d'engagement de Madame Niakadia, que je remercie pour nous avoir accueillis dans ce beau cadre de l'INF. Beaucoup de courage à vous, Eric. Merci, Franck. Merci.